là, l'idée, c'est de mutualiser les frais et de pouvoir accueillir plusieurs auteurs sur un même espace. Monter une librairie à Aix-en-Provence. Et elle veut que ce soit aussi salon de thé, et ce sera surtout une librairie de l'imaginaire. La Ligue des auteurs pro devient un syndicat. Cette réalisation, qui pour moi n'en était pas une, à savoir que les maisons d'édition à l'heure actuelle croulent sous les manuscrits. Oh, surprise! Nouvelle, je pense qu'il n'a pas pu passer inaperçu pour vous, l'écrivain Joël Dicker, qui est un écrivain qui ne connaît pas le destin de la majorité des écrivains, hein, parce qu'il a que des best-sellers à son actif, quitte sa maison d'édition. C'est un milieu qui est quand même assez propice à ce harcèlement, en tout cas à cette position de pouvoir, à cette intimidation, parce qu'il y a tellement de candidats à l'édition et tellement peu de chances d'y accéder à cette édition classique que cela crée un rapport de force. J'ai appris cette triste nouvelle, à savoir que Joël nous a quittés ce mois-ci, et je voulais absolument commencer ce live en lui rendant hommage parce que nous sommes de très nombreux auteurs à lui devoir beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce hashtag « Créer est un métier », mais vous savez qu'on est quand même en train de faire, un combat, hein, pour se faire reconnaître au point de vue du statut d'auteur, du statut d'artiste, qui n'est vraiment pas considéré comme un métier à l'heure actuelle. Et le gros problème qui se pose, non seulement il y a des actes qui ont eu lieu, il y a eu 20 personnes qui ont témoigné dans les médias, mais c'est surtout que la maison d'édition, depuis, ça fait donc plus d'un mois, n'a toujours pas réagi, n'a pas commenté, n'a pas créé d'enquête interne. Et ça, c'est inadmissible. Le silence de la maison d'édition est inadmissible. On ne peut pas accepter que cela continue comme ça. Alors là, si vous êtes auteur, je pense que cela ne peut que vous intéresser. Imaginez vous reposer dans des petites maisons conçues pour que vous puissiez n'avoir aucune autre distraction que la nature, être inspiré pour écrire, avec des ateliers aussi d'écriture qui sont proposés par Samantha, des promenades dans le parc tout autour. Dans ce groupe privé Facebook qu'ils ont créé, il y a une super ambiance d'entraide, de bienveillance, notamment parce que l'autopromotion y est interdite. Il s'agit d'un appel à projet qui s'appelle Monde Nouveau, qui est ouvert aux artistes et aux créateurs, y compris les auteurs, bien sûr. Brûler les livres, pour moi, c'est une hérésie parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à apprendre de ces livres, y compris de livres brûlots comme cela, parce que ça nous montre comment pensaient les gens et comment ne pas reproduire, si possible, les mêmes erreurs. Alors aujourd'hui, où il y a quand même pas mal de montées d'extrémisme, j'ai trouvé que c'était quand même et courageux et très intelligemment fait, cette démarche. Je fais partie des auteurs invités aux Imaginales 6 ans après. Donc vous voyez, je vous en parle pas pour vous dire ouais, trop cool ma life, je vous en parle pour vous dire que c'est possible. Une autrice auto-éditée peut être l'invitée d'un très grand festival comme celui des Imaginales. Croyez en vos rêves. N'abandonnez pas. Je sais qu'il y a eu des personnes qui m'ont envoyé des petits messages adorables en disant ça me remotive. Yes. Je déplorais lors du dernier live le silence de la maison d'édition, un silence qui était vraiment, qui devenait très lourd et qui n'était pas à la hauteur de cette maison d'édition. Donc je vous annonce la création, si vous ne le saviez pas, pendant ces vacances, du premier parc d'attractions littéraires, puisqu'il s'agit en fait de partir en vacances dans une maison d'auteurs célèbres. Alors, bien sûr, là, c'est sur le site de Guardian, donc forcément, ce sont des auteurs britanniques, mais moi, j'ai retenu déjà la toute première destination, la maison d'Agatha Christie, et là, je vous cache pas que j'aimerais vraiment passer des vacances dans cette maison. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements de chez vous pour Adeline Henry, Florence Clairefeuille, Chris Simon et Sébastien Tissandier. Wouhou! En haut, au milieu, vous avez Vaël. Bonjour Vaël. Vous avez Jeanne qui aussi, je vais vous les laisser se présenter après que je les nomme. Ensuite, en dessous, nous avons Yelena et nous avons Justine, aussi appelée J. Robin, parce que c'est son nom d'autrice. Donc, bonjour mes amis. Rebonjour, on vient de se voir en fait, on venait de faire un live. Ça va le marathon, c'est pas trop fatigant? Hello.
Non, non, nickel. Mes invités de ce mois-ci. Donc, nous avons Linda en haut. Bonsoir, Linda. Ah, j'avais coupé les micros, je les rallume. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Cindy. Bonsoir à tous. Et bonsoir, Stéphanie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement ce soir Cécile Blanche. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous. Et je vous demande aussi d'accueillir Anaïs Vedel. Bonsoir tout le monde. Qui est à l'heure alors que Anaïs avait une dédicace juste avant. Bravo Anaïs et félicitations. Tu nous raconteras si ça s'est bien passé. En plus, je crois que c'était dans un beau cadre. Exactement. Ensuite, nous recevons aussi Laura Ferré-Rincon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laura. Et la dernière, last but not least, Cécile Henneroll. Hello, bonsoir à tous. Le chiffre officiel du pourcentage de chances que votre manuscrit soit édité par une grande maison d'édition, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, il a été publié dans les médias, c'est 0,05%. Mais effectivement, dans les autres maisons d'édition, souvent, on n'a pas son mot à dire, ni sur la couverture, ni sur les délais, les dates de sortie, le prix de vente, etc. Et ça, c'est des choses que j'avais vraiment envie de maîtriser. Après tout, pourquoi pas? J'ai envie de tout faire. J'ai envie que le livre, ce soit le mien, de A jusqu'à Z, même si je demande de l'aide pour un petit peu tout, parce que, écrire, oui, je sais faire. Enfin, je sais faire, j'apprends. Exactement, il y a des clauses qui sont abusives qu'il faut absolument refuser. La clause d'exclusivité, qui veut dire que tous vos prochains ouvrages seront présentés en premier à l'éditeur, qui peut prendre son temps pour donner sa réponse. C'est à refuser, niet, c'est même illégal. Hein, donc, je vais vous donner des chiffres pour être dans le top 20 en 2013 avec Amazon. Je vendais, je ne sais plus combien par jour, mais par mois, je vendais 500 livres. Bon, aujourd'hui, il faut les faire par jour pour être dans le top 100 même, je pense. Non, mais en tous les cas, il y a toujours, je pense, cet esprit d'aventure. Il y a aussi une autre chose dans l'auto-édition qu'on ne trouve pas chez les auteurs d'édition, quelques-uns, mais en général, pas tellement. C'est l'esprit d'entraide qui existe beaucoup moins. J'ai vu quand même des auteurs qui ont été un peu brisés par ça et qui ont mis des années, je pense, à s'en remettre. Oui. Et qui sont pas partis vers l'auto-édition et qui peut-être même écrivent beaucoup, peut-être pas trop aujourd'hui, quoi. Et donc, faut faire attention à ça et faut pas que ça vous casse, quoi. Ça arrive tout le temps qu'on nous refuse un truc ou que ça part bien et puis finalement ça se fait pas. Donc, faut pas se décourager, quoi. Au tout départ, quand on commence dans l'édition, c'est un petit peu l'idée qu'on a. On se dit, ça y est, on est publié, voilà, on va vendre 300 000 exemplaires par mois et tout. Enfin, voilà. Je pense que c'est un petit peu le fantasme de tous les auteurs, même si bon, moi, j'ai bien les pieds dessus, autant faire le boulot moi-même. Donc, j'ai repris mes droits et j'ai sorti ces livres en auto-édition. Et au moins, je sais que, voilà, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Toi, tu as du monde à ta table, je vois que tu mets plein d'argent dans ta petite bourse. Et moi, je fais la même chose que toi, mais je mets 0 pièce dans la bourse. Change de vie si tu n'es pas content. Enfin, c'est facile de le faire. Pour moi, c'est vraiment le maximum. Hein. Parce qu'en France, il faut savoir que ce qui coûte cher, c'est le stockage des livres. Ça coûte vraiment plus cher que la destruction des livres. C'est horrible. Et donc, du coup, un livre édité classique, au bout d'un moment, on ne peut pas le stocker. Ça coûte cher au libraire, ça coûte cher à la maison d'édition. Et du coup, il est détruit, il est mis au pilon. Plus trop, mais il me semble que c'était 8 ou 10% de droits d'auteur sur jusqu'à... Bon, ça fonctionne par palier, hein, selon le nombre d'exemplaires vendus. C'était le premier palier, sachant que quand même, il y avait un truc, enfin, il y a quand même eu un truc très positif avec City, c'est qu'ils m'ont versé un avaloir. Oui. Donc un avaloir, c'est une avance sur des droits d'auteur. Et finalement, ils ont tellement mal géré le truc qu'eux ne sont jamais rentrés dans leurs frais. C'est négocier un contrat d'édition et au contraire, on vous respectera plus. N'ayez pas peur de vous dire, si je demande, je vais passer pour quelqu'un de pénible, etc. Vous allez surtout passer pour quelqu'un qui ne se fait pas avoir. Et c'est très bien. Il vaut mieux ça. Et qui lit les contrats. C'est la question de Martine.
Il y a des avantages marketing quand même. La diffusion, Voilà. la diffusion, c'est énorme. Vrai, pour confirmer ce que tu dis, quand je sors un nouveau livre, dans les 2-3 mois qui suivent, je suis que sur la promo et le marketing. J'ai pas le temps d'écrire en fait. Il faut le faire vivre le livre, sinon ça sert à rien de le sortir finalement. En fait, je travaille d'abord sur mon e-book sous sigil et une fois qu'il est bien mis en page, je l'exporte en Word et c'est à partir du Word exporté que je vais faire la mise en page papier. Et du coup, je trouve que ça facilite la tâche en faisant dans cet ordre-là. Alors moi, j'ai absolument l'avis inverse. Et d'ailleurs, dans ma formation, je dis l'inverse. Parce que je trouve que le livre papier est tellement riche, tellement il y a plein de détails, etc., qu'après, je simplifie le livre papier pour l'e-book. Donc du coup, je complexifie pas la chose, je la simplifie. Et pour moi, je me dis, ah, maintenant, j'ai le plus facile à faire, j'ai l'e-book. Tu vois? Oui, parce que l'auteur change souvent d'avis. Ah bon? L'auteur serait-il une diva? Non. Après aussi, il faut faire confiance à la vision du graphiste, parce que si vous confiez la tâche à un professionnel, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas ces capacités-là. En fait, il faut le faire parler le plus possible. Souvent, alors, il y a des gens, ils savent ce qu'ils veulent, et des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, et il y a des gens, en fait, ils disent qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, mais en fait, ils savent exactement ce qu'ils veulent et ils osent pas le dire. Il faut lui tirer les verres du nez. Je vois que la quiesce. C'est assez simple, en fait. C'est que je demande déjà la 4e de couverture, parce que normalement, c'est censé vraiment résumer le bouquin, peu importe le contenu, et éventuellement de me préciser l'ambiance, des couleurs et un sentiment. Parce que finalement, ça rajoute un petit peu à la lecture de la 4e de couve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais logiquement, avec ce genre d'éléments, on arrive un petit peu à cadrer pour commencer à travailler, quoi. Alors, le vernis, c'est vraiment du vernis brillant qui va faire ressortir une certaine lumière. Le gaufrage, c'est juste du relief qui peut être soit en relief, soit en creux. Et ça peut apporter aussi quelque chose de sympathique. Ouais. Si je dois répondre, j'ai qu'au début, je le faisais quand j'avais le temps. Ouais. Sauf que voilà, travaillant pour un éditeur qui à l'époque était extrêmement prolifique, c'était pas possible. Et donc, c'est pour ça que j'avais basculé sur ce principe résumé, mots-clés, univers. Parce que déjà, je me dis, si l'auteur arrive à me transférer en quelques mots son univers, ça devrait pouvoir résumer. Parce que si je connais trop le détail, je risque d'être pollué et vouloir rendre trop en détail. Et spoiler sur la couverture, ce qui serait une erreur, ce que je dis toujours. Ça peut vous paraître parfois un peu fastidieux quand vous y êtes dedans. Je compare dans ma formation ça avec des travaux de bricolage. On sait très bien dans une maison qu'il y a toujours du bricolage à faire, mais quand on le fait, souvent ça nous saoule, on se tape sur les doigts avec le marteau et compagnie, mais après le résultat il est là. On apprécie vivre dans ce bel environnement. Et ben, c'est un peu pareil. Alors, ce qui est très important avec un e-book, c'est que vous allez faire une mise en forme, mais après, chaque plateforme va adapter votre livre, et pas seulement la plateforme, mais aussi le lecteur qui va adapter le livre avec sa police de caractère qu'il préfère, avec sa taille. Mais on peut forcer certaines choses. Oui, alors, on peut forcer les polices d'écriture, on peut forcer des choses malgré tout. Voilà. Mais c'est effectivement une mise en page dynamique, ça change tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que, oui, quelque part, on peut dire que ça va dépendre de la demande. Photomontage ou travail d'illustration, soit on y passe un après-midi, soit on y passe 3 jours. Mais bon, voilà, du coup, le prix va varier. Après, la mise en page, ça dépend, pareil, du travail qui est demandé. Si c'est juste dérouler du texte, travailler les orphelines, ce genre de choses, ça va. S'il faut commencer à faire des habillages, des machins, des illustrations toutes les 3 pages, c'est sûr que ça ne serait pas le même tarif. Je pense que tout le monde est d'accord. Je peux me permettre de rajouter une couche sur un autre sujet. Les auteurs indépendants, quand vous devez sortir un livre pour un salon, arrêtez de dire, c'est bon, on imprime le bouquin une semaine avant, ça va bien se passer, nana. Hein? Suivez mon regard. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, mais c'est pour du confort pour tout le monde, parce qu'autant nous, on peut se risquer. Enfin, si on sait que les choses sont pressées, on prend pas le temps de bien vérifier. Je sais pas si ça peut vous arriver à vous aussi, quand il y a trop la pression. Puis derrière l'impression, s'il y a le moindre grain de sable dans l'engrenage, il y a tout qui se casse la figure. Finalement, le bébé de tout le monde, il est mal accouché, quoi. C'est dommage. Oui. D'accord. Voilà. Par contre, c'est juste une chose, bien vérifier, il y a un titre dans la fonte, il faut absolument gratuit. Vérifier. Et libre de droit. Et libre de droit. Moi, alors, je vais commencer. Moi, non.
Je l'ai fait pour le premier, j'ai arrêté tout de suite parce que ça embête l'acheteur qui a acheté le livre, puisqu'il ne peut pas le lire sur d'autres plateformes ou alors c'est plus compliqué, ça peut lui créer des problèmes. Et de toute façon, même avec les DRM, avec ces droits activés, votre livre se retrouvera sur les plateformes de téléchargement illégaux en moins de temps qu'il lui faut pour le lire. Donc, voilà, pour moi, je ne le fais plus. Et pour vous? Pareil. Ça veut dire quasiment 0 lien dans le groupe et ça nous rend tous plus créatifs. Et donc, je pense que c'est ça cette première étape. Quand on commence à se dire, bon, je ne peux pas envoyer le lien, balance ton lien, on disait dans le live juste avant. Donc ça, nous, on le bannit. Et ben, à partir du moment où déjà tu sais que tu ne peux pas faire ça, tu deviens plus créatif pour réfléchir à ton marketing de livre. Et puis, enfin, commencer la promotion durant l'écriture, en fait, et durant cette phase d'écriture. Et après, une fois que tout ça est mis en place, forcément, quand on va promouvoir son livre, bah, ça va être bien plus simple parce qu'on aura déjà une communauté en place et donc bah, le livre va plus rapidement monter dans les classements Amazon ou sur les autres sites de vente. Quand on essaye d'avoir une communication parfaite, ben, on démarre jamais rien. Il y a une phrase que j'aime bien dire aujourd'hui, d'ailleurs j'en ai même fait des autocollants, je l'ai collé sur mon ordi, enfin voilà, c'est fait est mieux que parfait. Enfin c'est même pas privilégié, c'est simplement être authentique en fait, comme on l'est ici, et puis si à un moment donné on fait une bourde, ben voilà, ça arrive à tout le monde. Le tout c'est d'avoir une intention claire et positive, à partir du moment où on a une intention claire et positive, ben voilà, on fait de son mieux et c'est le principal. Ce jeune homme, il prenait son livre, il le mettait devant lui, là, sur sa poitrine, et il se mettait sur le chemin des gens qui passaient. On était dans une allée, et il se mettait devant, et il les dérangeait, en fait. Ils étaient en train de parler, de penser à autre chose. Il s'interposait sur leur chemin, et il leur montrait son livre. Mais les gens fuyaient. Alors que si ça se trouve, le livre était fait pour eux. Mais les gens le fuyaient parce qu'ils avaient l'impression que c'était un acte désespéré. Et nous, il faut qu'on fasse, je pense, et on va aborder les conseils pratiques, nous, je pense qu'il faut qu'on fasse de la communication de qualité, trouver ses lecteurs et pas des acheteurs, on en a parlé, David, parce que l'idée n'est pas de vendre et d'être vu, l'idée c'est de trouver les bons qui vont devenir la base solide sur laquelle on va construire notre fan club, on appelle ça les true fans, en anglais les true fans, ceux qui sont vraiment là pour nous, qui vont vraiment adhérer à ce qu'on écrit et qui vont du coup nous recommander. Et c'est ça la meilleure promotion, à mon avis, qu'on peut faire. Donc il y a beaucoup de choses à faire en création de contenu, notamment avec Instagram, avec Facebook, avec un blog, avec YouTube. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est un peu la stratégie d'Eremora, c'est-à-dire de s'accrocher au gros requin de sa thématique et puis d'avancer avec eux, en fait. Aujourd'hui, forcément, 4 ans plus tard, pour moi, ce livre-là, gratuit, a été téléchargé 20 000 fois et c'est ça qui a été le début. J'ai lancé ça en 2017, on l'a amélioré 3 ans plus tard et aujourd'hui, c'est pour moi vraiment la base parce qu'on a créé une communauté grâce à ça, en fait, grâce à cet investissement gratuit. Avec de la patience. Moi, il faut donner pour pouvoir recevoir. Parce que si tu as le point fermé, tu peux pas recevoir. Alors que si tu donnes, tu peux recevoir. Et c'est vraiment un point important que je souhaite partager. Ça fonctionne à partir du moment où on partage quand même un appel à l'action à un moment donné ou à un autre vers ce qu'on propose. Parce que pendant longtemps, j'ai donné sans en fait, alors je vais parler de vendre, mais c'est pas vendre à ce moment-là. On parle juste qu'il existe un produit et puis les gens sont libres d'aller voir et d'acheter ce produit s'ils veulent. Donc, on n'est pas en mode je vends pendant tout mon live mon produit, mais si je fais un live d'1 heure et que sur le live d'1 heure, je parle jamais de mon produit, si à un moment donné, je fais une interview d'1 heure et que je parle jamais de ce que je fais, ben évidemment, on va donner de la valeur, mais nous, pour notre activité d'auteur, ça va rien rapporter. Je me suis aperçue qu'à force de donner, j'attirais pas forcément les bonnes personnes, dans le sens où parfois en disant c'est gratuit, par exemple si tu dis venez, ce livre est gratuit, tu vas attirer des personnes qui vont être attirées par le gratuit mais pas par le contenu du livre. Et j'ai un exemple flagrant pour ça. Je salue ici Calista Faral, qui est une grande amie qui écrit de la science-fiction. Alors elle a une couve de science-fiction, un résumé de science-fiction, il y a écrit je crois science-fiction dessus et elle met régulièrement au lancement son livre en gratuit. Eh ben, commentaire 1 étoile, j'aime pas la science-fiction. Après, vraiment, pour moi, c'est mathématique.
Si tu mets ton livre en gratuit, tu as 10 fois plus de personnes qui vont le télécharger. Effectivement, si tu te bases juste là-dessus, ça marche pas. Derrière, il faut filtrer parce que tu auras toujours des gens qui veulent juste des gratuits puis qui vont te mettre un commentaire 1 étoile et ça fait mal. Et tu as des gens qui vont pas aller plus loin. Et c'est là que rentre tout un système en place. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur l'emailing, sur notre positionnement, sur quelle histoire on a envie de raconter aux gens. Donc, on a une série de 30 emails qu'on a écrits avec Séverin. Donc, c'est un livre gratuit qui te fait rentrer dans notre système, si tu veux, où tu as 30 mails. Si tu n'es pas content, tu peux vraiment te désinscrire tout de suite. Et si tu continues le chemin, petit à petit, on t'amène les autres livres, les trucs qui nous intéressent, qu'on a écrits. Moi, je pense que ça marche bien, mais comme dit David, en fait, il faut mettre en place une stratégie. Ça peut pas être juste donner son livre gratuit et attendre que quelque chose se passe pour ces livres. Donc, en fait, il y a toute une stratégie que, d'ailleurs, Dimitri a dit, Johanna Penn l'utilise. C'est la stratégie qu'ils appellent l'aimant à lecteur. Déjà, dès le début du livre, en fait, il ne faut pas hésiter dans les premières pages parce que quand on arrive sur Amazon, en fait, on peut aller voir la lecture directement, lire l'aperçu du livre, les premières pages, et en fait, directement dans cette partie, mettre un appel à l'action. C'est possible que certaines personnes, même sans télécharger le livre et sans le lire en entier, commencent déjà à rentrer dans le système. Prenez le temps, tisser une relation humaine avec vos partenaires, avec les gens avec qui vous avez envie de collaborer. Et donc, intéressez-vous un minimum à ce que le blogueur que vous contactez fait ou a fait. Allez voir peut-être une vidéo ou un article qu'il a posté. Regardez si c'est dans le même univers que vous. Ça sert à rien de contacter quelqu'un qui lit de la romance si vous faites de la science-fiction. C'est un sujet qui s'appelle le statut de l'auteur. Et vous pouvez voir avec tous les petits smileys perplexes que j'ai mis, c'est pas un statut facile. Alors, moi, je pense que c'est un métier, mais que ce n'est pas encore un statut. C'est-à-dire qu'il y a un problème de statut. Moi, je suis convaincue qu'il y a un métier parce qu'en fait, on vous fait toutes et tous cotiser comme des professionnels. Donc, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui nous fait dire que c'est un métier. En revanche, oui, l'ensemble du droit n'est pas cohérent et ne vous facilite pas la tâche. On ne peut pas dire qu'il y a un véritable statut très protecteur de vos intérêts. Vous êtes nourri par votre art, en fait. Bon, il faut arrêter. Enfin, c'est-à-dire que cette logique romantique du 19e siècle, elle n'a absolument aucun sens quand on regarde la façon dont les œuvres sont parfaitement installées sur un marché. Et puis, au fond, quand on y pense, cette chaîne du livre, elle compte plein de professionnels. Mais sauf qu'en fait, les seuls pour qui on doute de la qualité de professionnel, ce sont ceux qui fournissent la matière première. Alors, quand je dis matière première, il n'y a rien de méchant, mais voilà, vous êtes les seuls à qui on va dire, parce qu'on ne remettra pas en cause la qualité de professionnel d'un libraire, ni d'un éditeur, ni d'un distributeur, ni d'un critique littéraire, mais alors les auteurs, peut-être que vous, c'est pas vraiment un métier. Et donc, c'est un peu, je pense, la vraie difficulté, c'est qu'on ne vous identifie pas comme une catégorie professionnelle. Donc, au début, on confond tout, charge sociale, charge fiscale, on appelle l'URSSAF, on appelle les impôts, on comprend rien. Et donc, ça a été pour moi le parcours du combattant. Je sais pas si Linda a vécu la même chose, mais ça a été pour moi un véritable casse-tête. Il faut vraiment se mettre le nez dans les textes pour voir que finalement, il y a des solutions et qu'il faut choisir la bonne. Quelqu'un d'assez carré, donc moi j'aime bien que les choses rentrent dans les cases, donc je dis bon, allez, je rentre dans les cases. Et là, le problème c'est mais il n'y a pas de cases. Le décret pour dire que les revenus de l'auto-édition étaient enfin déclarables sur le statut d'artiste-auteur, j'ai dit ouf, je vais pouvoir rentrer dans les cases. Et ça c'est très récent, on parle de août 2020 si je ne dis pas de bêtises. Oui, et ça concerne les revenus de 2020, donc c'est la prochaine déclaration qu'on va faire qui n'est pas encore faite. Non, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un statut qui n'a jamais été aussi discuté. Il y a vraiment un mouvement très inédit. Je pense que d'ailleurs, les auteurs et autrices de l'auto-édition font beaucoup de bien au milieu. Parce qu'en fait, là, ils sont en train de bouleverser les codes, les habitudes. Ils remettent en cause aussi certains métiers qu'il y a dans la chaîne, qui s'installent sur la chaîne du livre. Et alors, je vais pas dire qu'en tant que chercheur, je suis dans mon canapé avec mes pop-corn et mes lunettes 3D à regarder ce qui se passe comme ça. Mais je vous assure qu'il y a un plaisir immense à voir ces mouvements très inédits, très constructifs, avec ces véritables volontés de réfléchir collectivement. Tu as parlé d'entraide tout à l'heure et je crois que ça, c'est quelque chose de très essentiel. Voilà.
On a abordé quand même tous les enjeux essentiels de ce point. Le fait que ce soit effectivement un problème et juridique, et social, et fiscal, et qu'il y ait aussi ce besoin de collectivité, de se réunir pour arriver à être plus fort et à se faire. Je vous mettrai en description un groupe Facebook qui a quand même plus de 18 000 membres. C'est URSAF, MDA, AGSA, j'y comprends que dalle. C'est le titre exact du nom du groupe. J'ai encore vu sur un groupe Facebook passer cette semaine. Et vous, le dépôt et la BNF, vous le faites ou vous zappez? Mais on ne peut pas zapper, c'est obligatoire. C'est puni de 75 000 € si c'est pas fait. Juste quand même préciser aux auditeurs et auditrices que le droit d'auteur s'acquiert pas par le dépôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée une œuvre de l'esprit et où on est en mesure de prouver que eh bien, c'est le prolongement de notre personne, en fait, le droit d'auteur naît. Alors, comme par magie, comme ça, c'est assez magique. Mais enfin, en quelque sorte, il n'y a pas d'obligation de dépôt. Mais c'est effectivement conseillé parce que, effectivement, quand on est là face à on se retrouve dans une situation où on doit revendiquer nos droits de la propriété intellectuelle, c'est bien d'avoir cet élément de preuve, ça nous rend plus fort. Moi, ce que je conseille aussi aux adhérents et adhérentes, et d'ailleurs à tout le monde, hein, c'est quand vous êtes dans le processus créatif, n'hésitez pas à avoir un petit carnet à côté pour expliquer les raisons de vos choix artistiques et littéraires. Parce que je vous explique le truc tout bête. Si vous êtes en procédure dans 15 ans, à cause justement d'une reprise de votre travail, là, va falloir expliquer en quoi le travail, c'est le prolongement de votre personne. Alors, si ça a été fait il y a 6 semaines, bon, ça va, vous êtes dedans, vous êtes à fond. Mais si ça a été fait il y a 15 ans, enfin, peut-être que vous vous souviendrez pas des choix que vous avez délibérément effectués pour le processus créatif. Donc, ayez des petits carnets. Je déclare la TVA parce que c'est aussi ce qu'on m'a expliqué, c'est-à-dire que nous, on achète des livres à 5,5 et on les revend à 5,5 de TVA, mais par contre, tout le matériel qu'on achète après, en amont, toutes les dépenses qu'on a, c'est de la TVA à 20%. Donc, au final, moi, la TVA, enfin, les impôts me doivent de l'argent, en fait, par rapport au trafic que je fais, c'est-à-dire que je paye plus de TVA que je n'en encaisse. Et donc, comme la TVA, on est un peu des vases communicants et on prend pour donner aux impôts, ben moi, en fait, c'est un peu l'effet inverse qui se passe, c'est-à-dire que je prends un petit peu, mais je paye beaucoup et du coup, les impôts me rendent une différence. Et c'est intéressant de le faire. Mais artiste-auteur, on a la même chose puisqu'on peut déclarer en BNC frais réels. Donc, on a tout pareil, en fait, quand on est artiste-auteur. Donc, pour quelqu'un qui voudrait aussi choisir ce statut, en fait, il peut aussi défalquer tous ses frais. Moi, j'ai pris une AJA aussi, donc qui remplace le comptable et qui se défalque aussi, en tout cas, ou qui se crédite ensuite en crédit d'impôt. Donc, ça aussi, c'est possible de le faire, en fait. Même si on ne peut pas le faire en micro-entreprise, en tout cas, on peut le faire en artiste-auteur. Dans l'artiste-auteur, on a aussi les revenus accessoires, en fait. C'est ce qui fait que ce statut est vraiment concurrentiel de l'auto-entrepreneur, parce que dans l'auto-entrepreneur, en fait, les revenus accessoires ne sont pas plafonnés, alors que chez l'artiste-auteur, c'est plafonné. Mais on peut effectivement les mettre, les goodies, tout ça, ça rentre dans les revenus accessoires. Donc, et d'ailleurs, quand on fait la déclaration, ils nous demandent tout ça. Quand on est artiste-auteur, ils nous demandent est-ce que c'est, par exemple, une vente à un particulier, une rétribution, enfin une rétrocession entre artiste-auteur. Donc, en fin de compte, on va marquer d'où vient cet argent et on ne va pas pouvoir le marquer dans les revenus artistiques. Et donc, ce que tu conseilles, tu penses que Yannick pourrait obtenir un changement suite à ce genre d'informations? Alors, je connais bien Yannick et je sais qu'il fait beaucoup d'activités en dehors, du coaching, etc. Et donc, le problème, c'est qu'il va vite arriver au plafond, en fin de compte, des revenus accessoires. Donc, pour lui, clairement, il faut qu'il reste dans l'auto-entrepreneur. Parce que par rapport à ces activités accessoires, il faut savoir que les activités accessoires, on n'a pas le droit de dépasser plus de 50% des activités artistiques. Donc, clairement, quelqu'un qui fait trop d'activités accessoires, moi, je suis obligée de refuser certaines corrections pour ne pas dépasser, en fait. Donc, il faut faire attention. Oui, tout à fait, 50%, effectivement, ça va vite, ça va vite parce que, en fait, ces activités accessoires ont souvent un revenu plus intéressant que les livres. Oui, mais c'est un peu le problème du statut aussi d'artiste-auteur, c'est que, en fait, on doit pas être payé plus cher pour les activités accessoires, sauf que les activités purement artistiques, enfin, en tout cas d'écriture, sont pas assez rémunératrices pour nous assurer un revenu.
Donc, c'est pareil, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, le code APE pour artiste-auteur, c'est le 9003A. Et comme je savais qu'en prenant ce code, je serais automatiquement gérée par l'URSSAF Limousin, quand j'ai créé mon EURL, je me suis dit, je ne veux pas à l'heure actuelle rentrer dans l'URSSAF Limousin dans ces conditions. Et comme j'ai des revenus effectivement accessoires, d'autres sources de revenus, j'ai pris le code APE 7022Z, c'est-à-dire conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Mais sachez-le que vous pouvez quand même, si vous choisissez de ne pas passer par le statut artiste-auteur pour X ou Y raison, vous pouvez utiliser le code 5811Z. Ça, c'est le code édition de livres. Ou 5819Z, c'est le code autre édition qui marche pour la vente de formation en ligne. Il y a encore le code 8559A, formation continue d'adultes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons, en fait, d'échapper, si vous le voulez, au statut d'artiste-auteur à l'heure actuelle, si vous avez, bien sûr, des sources de revenus autres que les livres. Ça ne peut pas marcher si vous n'avez que les sources de revenus qui viennent des livres. Or, moi, je vous conseille de vous diversifier au maximum parce qu'il y a toujours, vous l'avez vu avec des instants de crise comme le Covid, parfois ce sur quoi on avait compté, ça ne marche pas. Donc, il faut toujours avoir, on dit bien, pas les œufs dans le même panier. Donc, je vous conseille de diversifier vos revenus. En fait. Est-ce qu'on est sur quelque chose de tellement récent que c'est récent pour tout le monde, pour nous et pour eux? Alors là, il faut vraiment contacter le centre des impôts. Quand moi, ça m'est arrivé justement, ils m'ont assujetti à cette taxe. J'ai écrit des mails. Alors, il faut vraiment écrire un courrier leur disant qu'on est assujetti avec. Je l'ai mis dans ma vidéo, je crois, ou je sais plus où je l'ai marqué. Il y a un décret, il faut leur rappeler le décret. Je l'ai plus de tête. Et en fait, ça marche très bien. Et ensuite, quand ils nous demandent l'argent, il faut remettre ce courrier-là et en fait, ils retirent la facture en fait. Ça marche très bien. Ça a été, on dit toujours le code APE, oui, c'est juste à des finalités de statistiques, mais non. Là, à l'heure actuelle, on l'a bien vu avec les aides du gouvernement suite au Covid, l'artiste-auteur n'a rien eu comme aide. Alors que moi, en tant que conférencière, j'ai eu des aides qui ont compensé un peu le manque à gagner entre 2019 et 2020. C'est assez inquiétant, mais en même temps, ça bouge, on se pose des questions, on échange. Vous avez vu là, le fait de savoir que dans certaines régions, on faisait comme ça va peut-être aider d'autres à appliquer ce qui se fait ailleurs en disant, voilà comment ils font à Lyon, pourquoi nous on ne fait pas pareil, etc. Donc, c'est en échangeant, je trouve qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Et il y a un côté passionnant dans le sens où c'est en train de changer sous nos yeux. Quelque chose qui me dérange énormément, c'est que payer des cotisations sociales, ça ne m'embête pas. Mais si ça ne me donne aucun droit derrière, je ne suis pas d'accord. Et jusqu'à il y a un an, on avait le droit d'être assujetti, rien que le terme, il me donnait des boutons. On a le droit d'être assujetti, c'est-à-dire de payer les cotisations sociales, mais on n'a pas le droit de pouvoir être remboursé de ses frais médicaux. Alors, ça a changé récemment, mais encore une fois, pour tout ce qui est prestations, maladie, indemnité, congé maladie, maternité, etc., il faut gagner 900 fois le SMIC. Mais quel auteur gagne ça? Enfin, en tout cas, moi, personne de ma connaissance. Et ça, il y a un moment, je veux dire, quand on vous tabasse d'un côté, vous faites tout ce que vous pouvez pour éviter ça. J'étais pas d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que souvent, les écrivains se négligent un peu de ce côté-là, sur le côté de leur bien-être, parce que l'écriture est censée être une passion. Souvent, on y passe tellement de temps dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales physiquement. On se met aussi beaucoup de pression sur les deadlines, sur le fait de terminer ce premier jet, etc., que finalement, parfois, alors que pour beaucoup de personnes, c'est un rêve d'écrire, eh bien, l'auteur n'est pas toujours dans le bien-être tel qu'il devrait être. Le matin, vraiment, je me lève et je me fais mon petit cappuccino, je me mets ma musique et j'ai une playlist que j'utilise souvent pour écrire. Et en fait, je me plonge dans cet état d'esprit-là et j'ai une habitude un peu spéciale, c'est que je marche en écoutant de la musique. Et en fait, ça m'aide vraiment à m'immerger dans mon travail et à me mettre en mouvement, à mettre des idées en mouvement. Et après de là, je vais relire un petit peu ce que j'ai écrit la veille et comme ça, je vais laisser les idées repartir de cette manière-là. Mais j'essaie vraiment d'allier plaisir et régularité. Mon rituel, enfin du moins plutôt ma routine qui permet de garder l'esprit clair et d'aussi garder l'inspiration éveillée parfois au milieu d'un quotidien chargé, c'est la méditation.
Alors, voilà, moi, je médite 45 minutes par jour. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je sais que c'est presque… Maintenant, je l'ai presque écrit quelque part, c'est vital, en fait. C'est quelque chose que je devrais faire toute ma vie, tous les jours, comme respirer, boire ou manger. Parce que je le vois, en fait. Dès que je médite, je suis beaucoup plus créative, mon esprit est beaucoup plus affûté. Je suis vraiment beaucoup plus concentrée sur mes projets et notamment sur l'écriture. Par contre, moi, comme j'ai pas de pièce dédiée, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai ce casque-là qui m'a coûté 19 € au supermarché. Et donc, je mets de la musique, alors pas toujours la même, mais plutôt principalement instrumentale et plutôt du piano en général, quand j'écris. Et en plus, ça a le mérite d'avoir conditionné les personnes avec lesquelles je vis, à savoir mes enfants et mon mari. Dès que j'ai le casque sur les oreilles, ils savent que là, il faut plus me déranger. Voilà. Donc parfois, j'avoue, j'espère qu'ils vont pas regarder le live, quand je veux être tranquille, je le mets même si j'écris pas. Moi, j'ai des piliers surtout, c'est-à-dire que pour moi, il y a la marche. Le fait de marcher, c'est essentiel à mon équilibre. Et alors, c'est essentiel à certaines phases et de façon différente, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une constante dans ma vie. Je suis très, très vigilante sur le sommeil. Je suis quelqu'un qui vit très mal le manque de sommeil. Je l'ai souvent appris à mes dépens. À chaque fois, j'essaye de trouver quelque chose qui va aller débloquer ce que j'ai bloqué à force de trop réfléchir, à force de trop rester statique, etc. À force d'expériences de crise d'hypotension, de choses qui me mettaient vraiment dans le mal, j'ai appris à me raisonner et à rééquilibrer, à être attentive aux signaux que m'envoyait mon corps, en fait. Je me mets une grosse pression, je veux plaire, je veux être sûre de plaire à tout le monde, que ça satisfasse tout le monde, mais finalement, j'oublie un petit peu ce qui me fait plaisir aussi et ce que j'ai sincèrement envie de faire. Et c'est ce petit burn-out-là qui m'a rappelé ça, finalement, en fait, que l'auto-édition, l'écriture, c'est avant tout me faire plaisir, que partager, communiquer sur mes histoires, c'est avant tout un plaisir que j'ai moi aussi, quoi, et que je ne peux pas maîtriser ce que les gens vont penser de moi et de mon roman, et que du coup, voilà, il fallait me recentrer. C'est très puissant ce que tu dis, de savoir que tu ne peux pas contrôler la réaction de ceux qui te liront, qui achèteront le livre. Par contre, tu peux contrôler ta réaction vis-à-vis de ça, vis-à-vis de toute cette démarche. Et ça, c'est très fort quand on s'en rend compte. Ça nous permet de relativiser et de mettre les enjeux à leur place. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie ou de mort dans notre En fait, je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais enfermée dans une spirale d'écriture, mais de contraintes. Et en fait, mon corps était en train de lâcher. Et ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, j'étais chez moi et tout d'un coup, je n'ai plus réussi à me lever. Et j'ai le corps qui a lâché, en fait, tout simplement. Et j'ai fait une énorme baisse de tension pendant plusieurs semaines. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je m'étais mis une telle pression, que j'avais tellement intériorisé que le corps avait lâché, quoi. Donc, du coup, j'ai dû refaire tout un travail pour retrouver une écriture qui soit une écriture plaisir, qui soit une écriture plus dans le lâcher-prise aussi, de me dire que je pouvais pas tout contrôler et que c'était pas grave et que tous les romans n'étaient pas destinés aussi à être publiés, mais que l'important, c'était de les écrire. Finalement, c'était ce qui se passait quand on est face à sa page, quoi. Et ça a vraiment été un travail de me dire, lâche prise et accepte toute l'incertitude qu'il y a autour de moi. Je pense que c'est encore pire. C'est encore pire justement quand c'est de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'il y a une telle attente, il y a une telle exigence de qualité pour justement prouver que c'est également de la littérature à part entière, qu'on se met une pression beaucoup plus forte que quand on est dans l'édition traditionnelle. Pour avoir fait les deux, du coup, j'étais beaucoup plus angoissée moi en auto-édition, et j'avais cette idée de me dire, il faut que tu prouves ta valeur. Et du coup, j'étais beaucoup plus exigeante et beaucoup plus dure envers moi que j'aurais pu l'être dans l'édition classique, où justement, si ça rate, on peut se dire, oui, bon, c'est aussi la faute de l'éditeur. Quand on va pas bien et quand on a un métier alimentaire, entre guillemets, souvent on ne va pas bien parce que c'est un métier alimentaire et on ne s'épanouit pas dedans. Du coup, on achète beaucoup de choses aussi pour compenser cette insatisfaction qu'on a d'un côté. Et c'est quelque chose que je ne fais plus du tout, je n'en ai pas besoin. Ce que je vois justement, je fais une petite parenthèse de mon autre métier parce que je pense que ça peut être utile, parce qu'on est d'abord des individus, tous et toutes, avant d'être des auteurs. Moi, je vois dans mes séances de groupe notamment, ce qui est hyper fort dans les groupes, c'est que les personnes, il y a beaucoup de tabous autour du fait d'aller mal.
Du fait d'avoir peur, du fait de se sentir pas à la hauteur ou des choses comme ça, des thématiques qui reviennent beaucoup mais que les personnes n'expriment pas. Et dans les groupes, le fait ne serait-ce que d'entendre quelqu'un d'autre qui a l'air de vachement mieux s'en sortir que nous, qui dit bah voilà, là j'ai flanché, je me suis mise à pleurer, bah là j'ai eu des doutes, je savais plus ce qui était bon pour moi. Bah d'un seul coup, c'est pas qu'on se réjouisse de la difficulté de l'autre, mais on se dit oh, mais mince, mais même la nana qui a l'air super forte, bah elle aussi elle a des moments où elle se sent nulle, elle a des moments où elle se demande si elle va y arriver. Et ça démystifie l'autre aussi parce que souvent il y a beaucoup de gens, moi je rencontre beaucoup de gens qui mettent l'autre, quel qu'il soit, que ce soit le conjoint, le patron, la collègue, la voisine, qui s'en sort soi-disant mieux que nous. Et en fait, bah, alors moi, c'est le retour à mes sensations. Quand ça va pas, quand je suis perdue, quand ça s'éparpille, je reviens à mes sensations ou à mes sens, au bruit dans la pièce, au battement de mon cœur, je mets les mains sur mon cœur, voilà, à mes sens et à mes sensations. Et ça marche à chaque fois. Laura, ton truc. Moi, du coup, c'est le journal intime. En fait, ça me permet de poser mes émotions sans jugement et en même temps de retrouver un rapport à l'écriture qui est plus direct et qui est détaché de toute contrainte éditoriale et de toute exigence. Du coup, ça lie un peu les deux. J'ai une question quand tu n'as pas envie de te relire en disant « Ah, j'ai écrit ça » et tu ne te remets pas en question. Moi, je me pose la question. Non, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'instantané, c'est saisir l'émotion dans l'instant. Par contre, j'adore relire des années après pour voir ce que j'ai écrit. Et c'est vraiment ce rapport-là à l'émotion brute, parce que c'est très important pour moi, comme je suis hypersensible, d'arriver à poser ces émotions-là, ça me recadre et ça me canalise. On a des petites jauges alors sur l'énergie, sur la créativité, le temps, etc. Et donc, ils mesurent chaque dimanche soir où ils en sont. Du coup, ça oblige à se poser la question, OK, où j'en suis de ma fatigue? Est-ce que je vais avoir beaucoup de temps cette semaine ou pas? Parce que parfois, les semaines sont ainsi faites qu'on a 36 réunions, etc. Et en fonction des résultats des jauges, on décide de comment on va travailler, de ce sur quoi on va avancer dans la semaine qui vient. Et je me suis rendu compte que cet outil est vraiment utile déjà pour s'écouter, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, pour s'écouter régulièrement et pour mettre en face des actions qui seront en harmonie avec qui on est à ce moment-là. C'est quelque chose que je fais d'ailleurs beaucoup au début de l'écriture d'un nouveau livre, où je me pose toutes les questions de savoir est-ce que ça va être redondant avec ce que j'ai déjà écrit, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va être bien, est-ce que toutes ces questions affreuses, quoi, qui juste me font la truc de la page blanche. Et finalement, en fait, je me mets vraiment dans une bulle, je me dis, OK, si tu le faisais que pour toi, tu ferais quoi? En fait, à chaque fois, et pareil pour ma sortie, ça paraît vachement égoïste, mais l'air de rien, ça permet de sortir de toute cette pression sociale, cette pression de vouloir faire bien, moi du regard des autres, parce que c'est quelque chose qui compte et que j'essaye aussi de me détacher. Et du coup, pour l'écriture, et beaucoup, franchement, parce que c'est mon métier aujourd'hui, mais aussi dans la vie au quotidien, j'essaye de revenir à ce que je ferais si j'étais seule, en fait, et s'il y avait personne pour me regarder. Et à partir de là, généralement, je suis beaucoup plus fluide. Une étagère qui me permet d'alterner la position assise et la position debout toutes les 30 minutes. J'associe ça à la méthode Pomodoro. Et je l'ai testé ça fait 2 mois maintenant. Et je vous le conseille parce que, en ce qui me concerne, c'était la sédentarité, le gros danger physique qui me guettait. Je voyais que je m'alourdissais, que je m'arrondissais, mon dos s'arrondissait et que je perdais tout simplement de la vitalité. Et ça, c'est parce que j'étais trop souvent assise. Donc, le fait de travailler 30 minutes debout, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, j'aime bien d'ailleurs. Et donc, au bout de 30 minutes, je fais une pause de 5 minutes, je fais des exercices de vue. Donc, j'ai toute une série d'articles sur la santé de l'auteur que j'ai rédigés il y a quelques temps. Je vous les remettrai dans la description. Je ne méditais jamais avant 2018, je crois. Et j'ai fait une retraite Vipassana qui consiste à partir pendant 10 jours dans un endroit complètement silencieux où tu n'as pas le droit de parler avec d'autres gens et tu passes 11 heures de ta journée à méditer. Voilà. Donc en gros, ça a été super brutal comme méthode, mais j'en suis ressortie, mais littéralement transformée. Je me suis vraiment rendu compte que je pouvais rester 1 heure sans bouger, que je pouvais passer 10 jours sans parler, ce qui est relativement incroyable de ma part. Et du coup, à partir de là, c'est là que je me suis rendu compte de la force de la méditation pour moi au quotidien. Ça n'a pas été forcément facile de garder la pratique. J'ai eu des phases avec, des phases avec et sans. Et là, à nouveau, je suis dans une phase avec. Et forcément, plus souvent je m'y remets, et plus souvent je me dis qu'en effet, c'est devenu quelque chose de vital pour moi.
Donc voilà, donc c'est pas facile, mais c'est vraiment voilà, c'est quelque chose, il faut vraiment le prendre comme une chose importante. Alors ça y est, j'ai retrouvé sa citation que j'adore de Saint François de Sales. Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. Et ça, j'adore cette phrase. Exactement. Merci à tous de votre intérêt. Enfin, rendez-vous dans un mois. Ciao, ciao. Merci à tous. Au revoir. Merci Nathalie. C'est moi les amis, je vous salue, je vous remercie de votre présence, de votre sourire, de votre dynamisme, mais surtout de votre belle idée. Je vous retrouve moi le mois prochain. Et en attendant, je vous laisse avec un générique et une musique qui déchire, on est d'accord? Yes. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup à tous. Je vous laisse avec le générique de fin où vous verrez les prochaines dates. Il y a encore un live avant les vacances où on va parler de l'hygiène de l'écrivain et ça tombera bien puisqu'on sera pour certains en vacances bientôt. Et puis ensuite, moi je prendrai des vacances donc je ferai un petit best-of et je vous retrouve à la rentrée avec plein de belles éditions. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci.